Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau reportage. Je suis actuellement au château du Carvels, dans les gradins de la cour du château. Voilà, face à moi se trouvent les décors de Rebecca. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pas pour parler de Rebecca, mais pour parler de Goodbye Norma Jean. Alors, chaque été, le Festival Bruxellon a l'habitude, depuis quelques années maintenant, de nous proposer une grosse comédie musicale. Et cette année, pour la première fois, il nous propose pas une comédie musicale, mais deux comédies musicales. Donc on a bien évidemment Rebecca et on a en plus comme deuxième comédie musicale Goodbye Norma Jean, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors Goodbye Norma Jean, qu'est-ce que c'est? Ça raconte l'histoire d'un petit journaliste qui arrive chez une femme, voilà, il commence à discuter, etc. Et puis il en vient à lui dire, écoutez, je sais que vous êtes Marilyn Monroe. Et c'est de ça que parle la pièce. La pièce parle de Marilyn Monroe, suivant une théorie qui dirait qu'elle ne se serait pas suicidée, que tout ça aurait été mis en scène et qu'en fait elle aurait fui loin de chez elle et sous une nouvelle identité. Et du coup on a ce petit journaliste qui a découvert le poteau rose, qui vient chez elle, et toute la pièce va nous raconter l'histoire de Marilyn Monroe, qu'elle va nous raconter au travers de flashbacks qui vont un peu nous révéler ce qui s'est réellement passé du coup le jour où elle se serait soi-disant suicidée, qu'est-ce qui a mené à tout ça, pourquoi cette mise en scène, enfin voilà. La pièce en gros parle de ça. Et du coup on va aujourd'hui découvrir l'envers du décor de cette comédie musicale. Voilà, voir ce qui se passe en amont, l'évolution du travail de cette pièce. Ne perdons pas plus de temps, allons-y tout de suite. Je suis la personne qui s'occupe de la mise en scène et des costumes du spectacle Goodbye Norma Jean. J'ai fait beaucoup de choses au Festival Bruxellon. J'ai fait l'accueil, le bar, plein de petites choses comme ça. Puis j'ai fait de l'assistanat sur les deux premières comédies musicales. Et puis j'avais fait la mise en scène, en co-mise en scène, Sunset Boulevard, My Fair Lady, Elizabeth. C'est la première fois que le Festival Bruxellon fait une petite comédie musicale en intérieur, et c'est la première fois du coup que je mets en scène seul. Ici au Festival Bruxellon, j'ai déjà mis en scène ailleurs seul, mais ici c'est la première fois. Et t'as fait quoi d'autre comme mise en scène en dehors du festival J'ai fait plein de choses. J'ai été au Burkina Faso, j'ai joué au Burkina Faso à deux reprises. J'ai fait une grosse tournée avec le spectacle Les Faux British. J'ai travaillé plusieurs années avec la chorale queer Sing Out Brussels, que j'ai mis en scène plusieurs fois. Ils m'ont engagé pour faire la direction artistique du festival européen des chorales queer qui s'arrête à Bruxelles en juin 2026. Je fais aussi de la direction artistique pour les cabarets de Namur en mai. Je vais travailler avec Sing for a Moment, qui est aussi une ASBL de chorale, donc je fais plein de projets différents. Je fais des costumes aussi pour un cabaret d'hiver, enfin plein de choses complètement variées ici et là. Et du coup, parle-nous un petit peu maintenant de la pièce Goodbye Norma Jean. Premièrement, qu'est-ce que c'est que cette pièce? D'où ça vient? Quel est l'historique de tout donc, ça? C'est une comédie musicale qui a été écrite par Allard et Verhoeven, qui sont donc deux néerlandophones. Ça avait été créé en Flandre il y a quelques années avec Anne Hills, qui avait joué Norma Desmond ici au Festival Bruxellon, et qui avait joué aussi la mère de Elisabeth dans Elisabeth. Et Anne van den Broek et Michiel de Meyer. Nous, on avait été le voir à sa création avec les deux producteurs du festival, et il y avait déjà une volonté un peu d'en faire une adaptation française, et puis ça s'est un peu perdu. Et quand le Festival Bruxellon a décidé de faire une comédie musicale en plus en intérieur, et bien donc ils ont pensé à cette pièce-là, ils ont pensé à moi. De quoi ça parle? Ça parle de Marilyn Monroe, parce que Norma Jean, c'est le nom de naissance de Marilyn Monroe. Quand elle est décédée, il y a eu toutes sortes de théories du complot, comme les Américains savent très bien le faire, comme après l'assassinat de JFK. Et les auteurs ont voulu imaginer que, en fait, elle n'était pas morte. Qu'elle n'était pas morte et qu'elle avait été extradiée en Angleterre pour revivre, pour renaître, entre guillemets, comme Norma Jean, et donc ne plus être Marilyn Monroe. Et c'est un jeune journaliste, Henry, qui a à peine 20 ans, et qui en fait fait plein de recherches sur Marilyn Monroe et trouve un peu la faille qui fait qu'il débarque du fin fond des États-Unis chez cette femme au fin fond de l'Angleterre, et il va commencer à lui poser des questions. Et on va se retrouver dans un sorte de mixte entre des faits réels, mais qui sont quand même un peu sensationnalistes, parce que toute la vie de Marilyn Monroe a été sensationnalisée par la presse, et surtout c'est que de ça dont on se rappelle aujourd'hui, et par cette fiction de Marilyn Monroe encore vivante. Et donc on est comme ça entre des vrais faits et de la fiction, entre des flashbacks et le moment de maintenant, et donc
c'est un voyage constant comme ça. En ce qui concerne la mise en scène, quand tu as proposé le projet, est-ce que tu as eu directement des idées précises, par exemple de certaines scènes qui te sont vraiment venues, ou tu as vu en fonction de ce que les comédiens présentaient comme jeu, du texte C'est le Festival Bruxelles qui m'a appelé pour le mettre en scène. Ouais. Ça s'est fait assez tard, donc j'ai pas eu beaucoup de temps de vraiment me préparer. J'ai assez rapidement dit oui parce que j'avais le souvenir de l'avoir vu en Flandre. Et puis j'ai pris le temps de revoir la pièce néerlandophone, relire le texte. On a pris beaucoup de temps aussi à réfléchir à comment aborder cette thématique aujourd'hui, à qu'est-ce qu'on pouvait éventuellement mettre en valeur dans le texte ou mettre en valeur dans la vie de Marilyn. J'ai fait beaucoup de recherches historiques sur Marilyn Monroe et c'était très important pour moi de quitter l'aspect sensationnaliste et surtout essayer de sortir de l'image qu'on a gardée de Marilyn aujourd'hui, qui est une image ultra patriarcale et ultra masculiniste. Et puis en fait, surtout, on a un peu perdu la raison première de la vie de Marilyn Monroe, c'est-à-dire que c'était une actrice, une comédienne et une femme qui s'est beaucoup battue elle-même pour elle-même. Elle-même aussi pour le droit des femmes dans le monde du cinéma. Le premier hashtag MeToo de l'histoire, c'est Marilyn Monroe qui l'a écrit. Et on parle de ça au tout début de sa carrière, donc avant qu'elle soit connue, donc elle prenait un risque énorme. Et en discutant avec le casting au tout début des répétitions, j'ai remarqué que même elle et eux avaient vu très peu de films avec Marilyn Monroe. Donc en fait, je constate que si on dit Marilyn Monroe partout dans la rue, tout le monde va savoir qui c'est, mais en fait, personne ne sait vraiment qui c'est. Quand on m'a demandé de faire le casting, j'ai regardé tous les historiques de casting qui avaient été faits au Festival Bruxelles pour sélectionner quelques personnes, et j'ai appelé d'autres personnes en plus, et donc on a fait les auditions sur base de ça. Puis j'ai fait ma sélection de ces 3 actrices-là, et on a d'abord fait une semaine de travail à table complet, où on traversait toute la vraie vie de Marilyn. Et donc à chaque fois qu'il y avait un élément historique dans la pièce, je prenais le temps d'expliquer ce qui s'était passé, ce que j'avais trouvé. On a pris le temps de regarder des vidéos et tout, et on a vraiment pris le temps de décortiquer chaque phrase, chaque virgule, chaque note de musique avec Ilse, la directrice musicale, et d'analyser au maximum la vie pour aller au-delà des stéréotypes et de l'image qu'on a d'elle. Et puis, c'était important de faire ça bien avant qu'on commence les répétitions, parce que je pense que c'est une petite graine qu'on plante, et puis ça laisse la possibilité à la graine d'émerger un arbre, une fleur, où chacun émerge ce qu'il et elle veut. Et puis, on est arrivé en répétition, et dès le début, en fait, moi, je donne des points de rendez-vous. Donc, je dis, là, je veux que tu te retrouves là, là, je veux que tu te trouves là. Et puis, une fois que ces points de rendez-vous sont fixés, en fait, on construit les choses petit à petit. Je pense que quand on choisit des actrices, c'est important de partir d'elles et eux pour créer quelque chose. Sinon, on n'arrive jamais à aller très loin profondément, je pense. En tout cas, moi, j'ai plus de mal. Et donc, du coup, je prends ce qui émane de chacun et chacune d'elles et je dis, OK, on va aller plus loin là-dedans, ou OK, je comprends, mais peut-être qu'on s'éloigne de ce qu'on veut faire. Mon but n'était pas d'avoir une copie conforme de Bobby Kennedy, de Marilyn Monroe ou de à quoi ressemblerait Marilyn Monroe 22 ans après sa disparition. Et puis, petit à petit, le plateau grandit, les accessoires arrivent, les décors arrivent, les costumes arrivent, et donc tout ça, ça se construit petit à petit. Mais mon but premier, c'est de créer une base solide pour que tout ce qu'on rajoute soit un plus. Tu parlais des accessoires et des décors, c'est toi qui as choisi ce que vous pourriez avoir à ce niveau-là ou pas trop ? C'est une longue histoire. Le festival bruxellois devait récupérer la scénographie d'origine. Et puis la scénographie d'origine n'était plus disponible. Excuse-moi, quand tu dis la scénographie d'origine, c'est-à-dire les décors originaux ou alors faire la même chose ? Originaux, Ok, de trop la bien. version hollandaise. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de scénographe, parce qu'on récupérait simplement ce qui a été fait. Et puis il n'y avait plus tout ce qu'il fallait, et puis ça s'est un peu perdu, etc. Et donc du coup finalement j'ai endossé une casquette supplémentaire qui est la casquette scénographie et accessoires. Néanmoins, c'est la scénographie d'origine, mais que du coup j'ai un peu modifié à ma guise. Et j'ai rajouté des accessoires, etc. Par contre, les costumes, là, je voulais pas les costumes d'origine. Et ça, c'est moi qui, dès le début, dit que je voulais faire la création costume, etc. pour être de nouveau beaucoup plus proche des actrices et beaucoup plus proche de comment moi, je recevais la pièce telle que je l'avais reçue, quoi. Et entre ce que tu avais en tête, niveau mise en scène, et par rapport à tout ce qui est scénographie, aussi la taille du plateau qui est peut-être pas la même que l'original, qui va peut-être pas toujours par rapport au décor que vous voulez mettre, aux accessoires que vous voulez ajouter. Est-ce que tu as eu des contraintes à ce niveau-là J'ai eu des contraintes, c'est-à-dire que en fait, scénographe, c'est un métier. Et c'est pas mon métier. Il y a un piano sur scène qui est même écrit dans le texte, dans les didascalies. Et disons que ce piano a beaucoup été déplacé. Maintenant, il a trouvé sa place.
mais on l'a beaucoup déplacé et je pense que là où un scénographe aurait vu, il aurait fait ok, il me faut ça, 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 et on va faire comme ça, et les accessoires on fait ça, 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 et on va faire comme ça. Là c'était un peu moins le cas, donc tout était un peu contrainte à ce niveau-là, mais on s'en sort très bien parce que finalement ça marche très bien, et finalement c'est quand même très ressemblant de la scénographie d'origine, mais c'est quand même très différent aussi. C'est-à-dire que l'image quand on rentre dans la salle, c'est la même chose, mais plus on avance, plus c'est complètement différent, et je trouve ça chouette, parce que du coup, c'est une évolution même de la pièce. Et j'ai toujours considéré que c'était important, au moins un auteur ou une autrice écrit quelque chose, et puis le transmet à l'AE metteuse en scène, qui elle-même le transmet aux actrices. Et donc voilà, après la première, moi je transmets, et ça devient leur bébé à elle, et plus le mien. Et donc c'est chouette de voir que même le décor d'origine est un peu là et a évolué. Et puis pas que ça, le texte était en néerlandais et en français maintenant, donc il y a tout ça qui évolue, c'est ça la beauté de l'art vivant. On a une scène qui dure 15 minutes, qui est un peu la scène où on traverse toute la vie de Marilyn. Moi, j'ai voulu profiter de cette scène justement pour mettre en valeur toutes les choses qu'on a oubliées. Et donc, il se passe beaucoup de choses sur scène. Et il y a plein de choses que les gens vont comprendre, il y a des choses que les gens vont passer à côté, il y a des choses que certaines personnes vont comprendre et pas d'autres. Et c'est ça que j'aime dans ce travail, c'est rajouter plein de petits détails qui paraissent anodins et qu'en fait, si on les analyse les uns après les autres, on découvre des nouvelles choses. Donc ton but c'était vraiment de mettre en avant qui était vraiment Marilyn Monroe. Est-ce que c'est ta volonté vraiment ou c'est de base la volonté de la pièce ? La pièce tourne vraiment autour de Norma Jean, qui est la Marilyn 22 ans plus tard. Et il y a quelques faits historiques. Et puis il y a cette fameuse scène de journaliste, qui est une scène où il se passe beaucoup de choses, mais moi j'ai rajouté beaucoup de choses. J'ai voulu justement aller plus au-delà du mythe. Comme je disais au début, il y a vraiment un truc où quand on parle de Marilyn, tout le monde a la robe blanche, tout le monde a le Happy Birthday, tout le monde a le Poupidou. Depuis que je travaille sur ce projet, je vois Marilyn partout. J'ai été au ski, j'ai vu une pub pour du chocolat chaud avec certains lèmes chauds et la tête de Marilyn dessus. Quand j'étais à Amsterdam, j'ai vu plein de sextoys avec la tête de Marilyn dessus. Et donc, j'ai envie, à ma petite échelle, parce que c'est impossible, parce que en fait on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé dans la vie de Marilyn, mais j'ai envie de mettre en valeur ces choses qui ne sont habituellement pas mises en valeur, parce qu'on vit dans une société masculiniste, patriarcale, parce que le monde du cinéma est encore plus masculiniste et encore plus patriarcal. Le combat est encore énorme à faire, mais quand on voit la vie de Marilyn, on voit qu'il y a plein de choses qu'elle avait déjà mis en place, qu'on est encore en train de faire, genre le hashtag MeToo, genre les violences sexistes et sexuelles dans le monde en général, mais dans le monde artistique. Marilyn Monroe est une femme qui n'a pas été invisibilisée par l'histoire, mais dont les vrais combats et dont la vraie vie, pour moi, a été invisibilisée de l'histoire. Quand on parle d'elle, on se souvient des barbituriques, on se souvient des Dom Pérignon, mais on se souvient pas du reste. On se souvient de tous les hommes qu'elle a croisés, mais on se souvient pas de ce qui s'est passé entre chaque homme. On l'a réduit à ses hommes, on l'a réduit à ses relations, comme si elle avait été et victime dans le monde du cinéma, et victime par les hommes, alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est plus nuancé que ça, et c'est ça que j'ai envie de mettre en valeur au maximum. Mais si je peux le mettre en valeur au maximum, c'est parce que la pièce me le permet aussi. Enfin, j'ai pas réécrit tout le texte, quoi. Au final, le vrai propos de la pièce, c'est qu'il y avait une femme derrière le mythe, qu'il y a l'icône, il y a le mythe, il y a tout ça, et qu'en fait tout ça n'a aucune importance parce qu'il y avait un être humain derrière. Alors je sais pas si cette œuvre-là met plus en valeur ça que plein d'autres choses, mais en tout cas, je pense qu'on est arrivé à un stade de la société plus féministe et où on ouvre un peu plus les yeux sur tout ce qui s'est passé à travers les années, où il est temps qu'on nuance les discours et qu'on parle de la femme et de l'être humain qu'il y a derrière la robe qui vole. C'est un très bon exemple, rien que la robe qui vole, si tout le monde a cette image en tête, c'est pas parce que tout le monde a vu le film, c'est parce que Zanuck, le producteur de la Fox à ce moment-là, veut détruire la carrière de Marilyn et veut la ridiculiser, veut la réduire à un objet sexuel alors qu'elle vient de s'inscrire à New York, à l'Actors Studio, où elle a envie de se lancer dans le monde du théâtre, où elle a envie de faire des choses qui la touchent beaucoup plus, du Tchekhov, des pièces de théâtre beaucoup plus profondes. Et en fait, pour la ridiculiser, Zanuck a mis ça juste en face de l'école Actors Studio. Et il y a eu le débat sur est-ce qu'on mettrait pas sur l'affiche elle avec cette robe-là. Même là, en fait, les images qui restent sont justement des images et pas celles de l'être humain derrière, quoi. Si tu vas dans n'importe quelle librairie, même seconde main, et que tu achètes des livres, c'est à chaque fois la victime, la pauvre Marilyn, Marilyn malgré elle, enfin c'est toujours ça et c'est rarement, et c'est souvent écrit par des hommes. Bon là, la pièce est aussi écrite par des hommes.
Voilà. Mais ce que j'ai découvert à travers mes recherches, c'est surtout plein d'informations que j'avais pas et qui me faisaient mieux comprendre le personnage. Tout le monde connaît sa relation un peu spéciale qu'elle a eue avec Clark Gable, c'est-à-dire qu'elle a toujours cru d'une manière ou d'une autre que Clark Gable était son père parce que sa mère avait une photo d'un homme chez elle et elle disait c'est ton père et elle trouvait que cette photo ressemblait fort à Clark Gable. Et Arthur Miller, lorsqu'il a décidé de faire un film avec Misfits, décide de donner le rôle masculin qui va être le rôle avec lequel Marilyn va avoir une relation à Clark Gable. Faut pas être Freud ou n'importe quel psychanalyste un peu poussiéreux pour comprendre qu'un homme avec qui elle est mariée, qui donne à un homme sur qui elle a toujours cru que c'était son père, alors que tous les hommes n'arrêtent pas de dire qu'elle a passé sa vie à être à la recherche de son père. Tout ce qui a entouré Marilyn est pas un peu en lien avec le patriarcat, c'est tout ce qu'il y a de plus sale dans le patriarcat qui est là. Et elle est restée debout et elle s'est battue, elle a créé sa propre maison de production. Ça, on n'en parle jamais. Elle a pris l'avion avec une perruque brune, elle s'est cachée pour aller chanter Happy Birthday à JFK, pour aller suivre une école de théâtre à New York, pour sortir justement de cette mauvaise image qu'on avait d'elle. Donc en fait, toutes mes recherches, j'ai surtout appris à quel point elle avait été, oui, maltraitée, mais qu'en fait, elle ne s'est jamais placée comme victime. Et que voilà, tout le monde sait qu'elle était en retard, tout le monde sait qu'elle était sous médication, mais quand on voit aujourd'hui avec notre regard contemporain sur les personnes qui souffrent pas d'ailleurs, on n'est pas obligé de souffrir de ça, mais qui sont dans des spectres, qui sont plutôt des spectres autistiques ou de TDAH ou de hypersensibilité, etc. On peut regarder Marilyn avec un regard qui est différent, qu'on n'aurait pas pu faire avant. Tout ça m'a nourri à peut-être mieux comprendre pourquoi elle était en retard, pourquoi elle était très stressée. Si on regarde sur YouTube, il y a plein d'extraits vidéo où on la voit en train de tourner et puis on entend le cut du réalisateur et on voit tout son corps changer. Et il y a vraiment un switch complet et en fait c'est des choses que j'avais pas conscience à ce point-là et que j'ai pris conscience à force de travailler sur l'œuvre. Le mythe, c'est pas uniquement la blonde sexy, c'est aussi la blonde qui est en retard, qui prend de la drogue, etc. L'œuvre est là et en fait, à force de faire ces recherches, j'ai voulu rajouter des trucs, j'ai rajouté des phrases dans le texte qui ne sont pas dans le texte original parce que je voulais que les gens qui viennent voir Marilyn parce qu'ils ont vu Dernière Lune Marilyn Monroe, qui s'attendent à voir un spectacle où il y a 3 fois Poupidou, et ben en fait découvrent des choses sur elle, même s'il y a une part de fiction. J'ai vu, je sais pas si c'est lié, qu'il y avait un film qui s'appelait Goodbye Norma Jean. Est-ce que c'est lié à la pièce ou pas du tout? Pas du tout. Vu que c'est son nom, en fait, il y a eu plein de choses. Il y a la chanson d'Elton John aussi qui chante Goodbye Norma Jean, qui est très intéressant d'ailleurs, parce que Elton John a donc écrit Goodbye Norma Jean pour Marilyn Monroe, et au décès de Lady Di, il l'a ressorti en la dédiant à Lady Di. Donc, il a d'une manière ou d'une autre lié ces deux histoires. Et à travers mes recherches, on a découvert qu'en 1600 quelque chose, elles avaient un ancêtre commun. C'est fou ça. Ouais. Bon, il faut remonter très très loin. Mais si on remonte très loin, oui, elles ont un ancêtre commun. Mais donc, les apparitions de Marilyn, il y en a plein dans plein de films. Il y a des films qui parlent d'elle, qui sont très réussis, des films qui parlent d'elle, qui sont très ratés. Il y a des séries, elle apparaît dans plusieurs comédies musicales, elle apparaît dans Smash par exemple. On entend beaucoup parler d'elle dans Blood Brothers. Je pense qu'il y a d'autres comédies musicales qui parlent d'elle. Il y a une série de films immenses qui parlent d'elle. Et surtout, elle a mis une empreinte énorme qui fait que la plupart des grandes actrices du cinéma, que ce soit des francophones, des anglophones, des hispaniques, ont une image d'elle à un moment ou à un autre dans leur film, même si ça parle pas de Marilyn, d'elle en Marilyn. On a Madonna qui a une image d'elle face à un miroir en Marilyn et puis elle bouge en Marilyn. On a Penelope Cruz, on a Scarlett Johansson. Elle a vraiment marqué quelque chose d'immense dans l'histoire du cinéma. Voilà, on n'a pas fini de parler d'elle et il y a une semaine, c'était l'anniversaire de son décès et il y a encore des nouveaux articles qui sont sortis. Il y a un magazine qui est sorti qui a fait tout le magazine sur elle et donc voilà, donc on va en entendre encore parler longtemps, je crois. Je viens d'Arensville, un petit village en Amérique. Vous êtes loin de chez vous? On peut dire ça, oui. Et qu'est-ce que vous faites à Bakewell?
J'ai quelques questions pour vous. Mon cœur depuis va pour une autre que moi. Je suis tout à elle, éclatante, si belle et poignante. Je sais que non. Je suis Et vous sûr- feriez bien. Je suis sûr que c'est vous. À 89%. Non, 100. Ah bon. Toi, un petit chien. Et pourquoi faire? Je sais pas. Il est tout petit, il s'appelle Maf. C'est Franck qui me l'a offert. Franck. Sinatra. On imagine que l'amour dans sa vie va être plein. Mais quand on va sous la surface, ça change un peu la donne. Marie. Vraiment? Ça raconte quelque chose. Et puis, c'est bien quand il y a une allitération avec le nom de famille. Il reste plus qu'à trouver un nom qui commence par M. Chaque mot vous donne une chance de nous parler. Chaque phrase nuance le discours établi. Mais lorsqu'en face, les gens se taisent. Eh bien moi j'écris à mon aise. Alors pour vous, j'écris ceci. Il est bien tard, je ne sais plus. Aidez-moi. Que se passe-t-il? Cette fois j'ai tout perdu. Je les vois sur les photos à la télévision, toujours avec elle. Vous savez que lors de nos rencontres, il n'avait jamais eu un mot positif à son sujet. S'il veut pas, très bien, mais qu'il me le dise, qu'il se comporte en adulte, mais non, silence radio. Ce n'est pas un mystère, il y a toujours dans les romances la partie dominante et la partie que l'on domine. Et lorsque l'un des deux est marié, c'est 100 fois pire, car c'est à une vie de désespoir qu'on la destine. Une histoire totalement banale. La deuxième voix de la chanson. Les diamants et moi charbon, On ne peut rien rien y y faire. faire. La raison première, nous sommes deux seconds violons. On dirait une main. Avec la meilleure volonté du monde. Mais si, elle tient quelque chose d'ailleurs. Quoi donc? Qui sait? J'ai l'air toute seule sans personne. Et chaque regard est une chanson, et chaque pas un cabaret. Et quoi qu'ils veulent, je le leur donne. Et à chaque faux pas, ils sont là, suspendus presque aux aguets. Et ils m'écrasent, ils me broient, ils me brisent. Que voulez-vous? C'est le showbiz. What's up, Doc? Dr. Grayson, je vous parle dans le magnéto. Comment va? Ça va bien vous? Pour moi, c'est pas Jojo. Hier soir, au bout du fil, il m'apparaît comme un fou. C'était clair, pas seul Je m'appelle Maud Ansens, je joue Marilyn Monroe, qui a fait plusieurs trucs déjà chez Bruxellon, dont Rebecca cette année. J'ai commencé la comédie musicale dans Liesel, dans La Mélodie du Bonheur, et maintenant je joue Marilyn Monroe. Ouais, voilà. Magnifique. Je suis la pianiste. J'ai travaillé un peu en inverse avec Evita, le magicien d'Oz, quelques semaines à Paris. Et je fais des autres choses aussi, des choses classiques et beaucoup d'accompagnement. Je m'appelle Léo Vanni, je suis française, je suis charentaise maritime qui habite à Paris depuis 25 ans pour faire du théâtre musical. Et ici, en tout cas, j'ai fait il y a 4 ans avec Maud, entre autres Blood Brothers. Donc je suis très très heureuse de revenir dans cet endroit et pour toutes les énergies qui le véhiculent et de travailler avec cette équipe et d'interpréter Norma. Moi je m'appelle Rémi, je viens de Paris aussi, à la base de Toulon, dans le sud de la France. C'est ma première fois à Bruxelles pour le festival Bruxellon. Je suis super content d'être dans cette équipe. Je fais du théâtre ou du théâtre musical, ça dépend. Je fais aussi un peu de mise en scène pour le théâtre. C'est assez rare dans une comédie musicale, un instrument directement sur scène avec les comédiens. Marilyn a eu un piano depuis, je ne sais pas, Depuis qu'elle est petite, oui. Depuis qu'elle est l'âge de petite. 8 ans. Et elle l'a emporté dans ses maisons, dans ses spectacles. Le piano est toujours là, un compagnon
de route. Donc toi tu symbolises, en plus de jouer, symbolise aussi Le piano. ouais, ce repère en fait. Le seul truc stable en fait dans sa Oui, vie, voilà. qu'il a emmené dans toute sa vie, c'est toi. Oui. T'es la stabilité. Ouais, c'est ça. C'est toujours ça, c'est ça avec les chanteurs. Et pour nous, elle est très précieuse. Oui, en termes de stabilité, c'est pas tout mal. va bien, quoi. On est très Oui. cohérent par rapport à la réalité qu'on vit chaque jour là, depuis le début des répétitions. On s'accroche. Vous trois, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre personnage? Comment vous vous êtes approprié le rôle? L'image que vous en aviez à la base, est-ce que ça a changé au fur et à mesure des répétitions? C'est toujours intéressant de voir quand tu commences un processus de répétition qu'il y a, je sais pas, en nous, puisqu'on est toutes les deux, donc Norma Jean Baker devenue Marilyn Monroe et devenue la suite que vous découvrirez en voyant le spectacle. Mais en tout cas, toute cette personne-là, au début des répétitions, elle est là, à côté de nous. Et puis après, elle commence à venir, il y a 2% de nous et 98% de Léovanie ou de Maud. Et puis, plus les jours passent, plus elle prend du pourcentage dans qui on est, dans notre façon de se mouvoir, dans notre façon de parler, dans plein de choses. C'est assez fascinant. Et ce qui est très intéressant, donc ça c'est un processus que moi je vois dans tous les spectacles, mais là, comme on interprète le même personnage avec Maud, même si ce sont deux parties de vie différentes, on remarque du mimétisme, on remarque des façons de penser parfois similaires. Alors on se dit, est-ce qu'elles étaient déjà là avant ou est-ce qu'elles sont arrivées avec notre Marilyn commune, notre Oui, d'accord. voilà, regardez aujourd'hui là. C'est vrai ça. On s'est pas appelé ce matin, mais pourtant voilà. Donc ça c'est assez fascinant de voir comment elle prend de la place, comment on lui en donne et comment on tente humblement de la faire exister dans tout ce qu'on est, quoi. Et c'est dingue aussi parce que moi je fais la première partie de la vie de Marilyn, celle qu'on connaît parce qu'on a beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews. Et ça je trouvais passionnant parce que je la connaissais pas vraiment, il faut le dire, quand je faisais l'audition. J'avais l'image qu'on a tous d'elle et en regardant les interviews et tout ce qu'elle a écrit, parce qu'on sait aussi lire ses journaux intimes, ce que je trouve dingue. On va même jusque là qu'on puisse aller voir dans sa tête, quoi. J'ai vraiment formé, pour moi qui est Marilyn maintenant, et ça change encore tous les jours. Et je l'apprécie encore plus. Je vais être honnête. Au début, moi, je me disais, jouer Marilyn, ça va être magnifique, ça va être hyper glamour et des trucs comme ça. Je connaissais pas sa vie. Et pour moi, elle le faisait un peu exprès de continuer cette image de qui elle est, de la bombe sexuelle. Je comprenais pas complètement pourquoi. Ça l'énervait tellement alors que c'est elle qui continuait cette image. Mais là, je comprends. Là, je la comprends pas tout à fait parce que c'est une femme mystérieuse. Elle restera mystérieuse, je crois. Mais je la comprends beaucoup plus. Et je trouve ça extraordinaire que je puisse un peu l'incarner, même à 2%. Mais tout le monde a toujours essayé de la comprendre, et mon personnage, Henri, c'est sa quête, c'est vraiment son but, c'est essayer de totalement comprendre cette femme, parce qu'il a l'impression de se reconnaître en elle. Mais moi, c'est un jeune journaliste qui vit dans un village complètement paumé en Amérique, qui n'a pas d'amis, qui n'a personne, et qui voit en Marilyn quelqu'un qui pourrait le comprendre dans sa solitude, dans tout ce qu'il traverse. Et donc il a soif de réponses de toutes ces choses qu'on ne sait pas sur la mort de Marilyn, et c'est justement lui qui vient creuser, qui vient gratter, qui vient toquer à la porte de Norma pour avoir des réponses, parce que ce silence le ronge, le tue, parce qu'il a vraiment l'impression que quand il saura la vérité, il va en ressentir grandi, ou en tout cas que ça va vraiment lui permettre d'accéder à lui, son propre bonheur. Donc c'est sa quête de sa vie, quoi, de comprendre qui est Marilyn. Est-ce qu'on pourra un jour comprendre? Cette pièce a la vertu au moins de lui donner une voix, de lui donner plusieurs voix et de pouvoir imaginer si elle aujourd'hui se retournait sur tout ce qui s'est passé, comprendre, se pardonner quelque part, accepter et se réaimer. C'est la sensation que j'ai eue. Je me suis demandé l'autre jour ce qu'ils sont imaginés. Elle était au ciel et qu'est-ce qu'elle aurait comme regard sur sa vie. Et je me suis dit, ah mais c'est pas bête d'avoir imaginé. Donc elle est finalement survécue. Non, elle est très belle cette pièce. Aussi qu'on peut pendant la pièce comprendre qu'il y a toujours des femmes comme ça qui sont vues juste pour le corps, pour le glamour et qui sont beaucoup plus. J'imagine que à force de lire le texte, de faire des répétitions, qu'il y a tout qui évolue et que ça nourrit aussi la vision que vous avez du personnage et votre jeu les uns les autres. À fond. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette pièce aussi. Au début, on donne vraiment l'image de Marilyn comme on la connaît. Et après, on lui donne l'espace d'être ce qu'elle était derrière les portes, quoi. C'est pour ça que j'aime tellement cette pièce-là. On montre une autre facette d'elle que la plupart ne connaissent pas. Ça lui donne plein de couleurs. Et ça, j'adore. Parce qu'après, quand tu vas justement relire ses journaux intimes, on retrouve cette Marilyn qu'on met ici sur scène, qu'on retrouve aussi dans les livres et on comprend beaucoup plus. Et ce qui est très intéressant de voir ce qu'eux, ils ont inventé pour elle plus tard, après sa mort. Ça donne aussi beaucoup de couleurs pour elle quand elle est jeune. Enfin, pour moi en tout cas, ça m'aide beaucoup.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont fondamentalement changé dans votre idée que vous aviez de votre personnage au fur et à mesure des répétitions, que vous vous étiez dit ok, mon personnage il est comme ci, comme ça, puis à force de jouer les uns avec les autres, vous avez une réalisation et qu'en fait c'est pas du tout ce que vous aviez en tête à la base? En ce qui me concerne, un peu comme toi, c'était quelqu'un que je connaissais pas. Et alors c'est quelqu'un qui, comme je n'avais que cette image qu'on a faite d'elle, ne m'intéressait pas. Mais ça a été tout de suite aux auditions, ça a éveillé vraiment un intérêt pour moi. Et puis c'est là qu'on est tout de suite parti dans une direction. Moi j'ai pas eu l'impression de changer entre le début des répétitions et aujourd'hui. On a eu beaucoup de liberté de création dedans. Mais tous les rendez-vous nous ont été donnés, toutes les grandes lignes. Et on a affiné ensemble. Je me suis sentie libre, mais vraiment accompagnée dans la découverte de cette Marilyn. On a vraiment créé ensemble, quoi. Ce qui va changer, c'est plutôt à des moments, des passages où il y a un nouveau sens qui va apparaître au fil des répétitions, où telle phrase, on l'a toujours dit comme ça, puis un jour, ma partenaire m'envoie quelque chose, du coup, je vais répondre autrement, et je fais « Ah, tiens, j'avais pas du tout anticipé que cette situation pouvait être en fait drôle, alors que je l'ai joué toujours de manière triste, par exemple. Ça c'est constamment. Mais ça s'enrichit, mais c'est des couches supplémentaires. On ne change pas de direction, quoi. Ça se densifie. Et j'imagine que c'est pareil pour le piano. Ilse, tu connaissais la pièce avant ou pas du tout? Non, je ne connais pas. Donc t'as découvert les partitions, les musiques, là il y a pas très très longtemps. En partie, j'étais triste que je n'avais pas vu en néerlandais déjà. Mais aussi, je suis contente parce que c'est quelque chose de nouveau et je peux chercher moi-même dans la pièce, ou dans les notes. La pianiste qui l'a fait avant, elle est ici aussi à Bruxelles, chef d'orchestre de Rebecca. Ah, c'est elle, ok. Et c'est elle qui faisait leur campion, c'est ça? Oui, j'ai pensé à parler avec elle plus pour avoir her sense of the music, mais je ne l'ai pas fait, juste pour voir c'est quoi que je veux avec la musique. Et est-ce que tu as remarqué, au fur et à mesure des répétitions, que tu entendais le texte, etc., que ta manière de jouer les musiques a évolué, que tu jouais certaines musiques totalement différemment au fur et à mesure des répétitions, etc.? Parce qu'en avance, j'avais écrit des choses, des émotions, ou je veux faire un soupir ici, mais quand on est en train de travailler, c'est déjà vite que tu fais OK. Ils ont compris tout, et c'est une évolution. On a tout fait, la musique ensemble, donc je suis, et parfois on essaye des choses, ça marche pas, OK. Ça change encore. Oui. Et ça changera encore. Oui. Pendant les représentations aussi, en fonction de ce qu'on ressent, un gros chemin de tracé, mais dedans on va bouger ensemble, quoi. C'est vraiment agréable de travailler. Il y a tout qu'en constante évolution et vous vous nourrissez vraiment les uns les autres, c'est génial. Ça force l'écoute, on est très très à l'écoute entre nous par rapport au texte, avec Ilse, parce que on a des points de rendez-vous où on sait que là, quelle que soit mon émotion du moment, quel que soit ce que je fais, je sais que là, je dois être au rendez-vous. Et d'autres moments où on sait que c'est à l'écoute et qu'on va respirer ensemble et qu'on va s'attendre et qu'on va commencer la chanson vraiment au même moment, mais ce sera pas sur la mesure 4 parce que c'est la mesure 4 et pas autrement. Ça se nourrit aussi de l'émotion et du rythme qui, lui, parfois n'est pas toujours le même, le rythme dans une scène. Vous êtes vraiment permis de modifier des trucs par rapport à l'original et pas de tout garder tel quel pour en faire votre pièce à vous, quoi. En fait, oui, pour que ça devienne on a fait vraiment un travail à la table en mai et ce travail à la table, on a déjà commencé du coup à voir certaines choses qui nous posaient question. Du coup, on a reparlé avec Stéphane Laporte qui a fait l'adaptation pour justement faire un relais comme ça. Et après, il y a aussi ce qui est à l'épreuve du plateau. Des choses que à l'écrit on fait ça c'est génial, on le teste au plateau et on fait ça marche pas du tout. Et Stéphane Laporte ne pouvait pas anticiper et nous non plus. Donc voilà, c'est maintenant que ça bouge un petit peu. Vous jouez plusieurs rôles différents à certains moments. Parlez-moi un peu de cet aspect-là. Je sais pas ce qu'on a le droit de dire. Oh, regarde si. J'ai spoilé, moi. T'as spoilé? T'as spoilé. J'ai parlé de Patrick. Non, c'est une blague. Non, mais on va le garder en surprise. Non, mais Patrick, ne parle pas de Patrick. J'ai parlé de Bobby. Ah, ok, parce que moi je me disais. Et Glagla? C'est quoi? Super Glagla, tu peux en parler, Super Glagla. Oui, j'ai juste parlé de Bobby, mais j'ai pas parlé de Patrick. Oui, non. Par contre, il faudrait garder le moment où on fait tous sur la vidéo. Effectivement, on a plusieurs personnages à défendre, Léo et moi. Et moi, par exemple, il y a tout un passage où ça va un peu vite dans justement le début de carrière de Marilyn et où on retrace un petit peu tout son parcours. Et Léo et moi, on fait plein de petits rôles comme ça pour justement des personnages qui ont été là à un moment dans la vie de Marilyn, qui l'ont aidé ou qui l'ont rabaissé ou qui en tout cas ont fait partie de son trajet.
Et on incarne notamment deux journalistes, couleur. Incroyables journalistes, pertinents, sympathiques bienveillants. comme tout. Voilà. Mais voilà, ça c'est assez haut en couleur. Et puis moi j'ai un autre personnage qui prend un peu plus de place, qui arrive un peu plus tard dans la vie de Marilyn, qui est celui de Bobby Kennedy, le frère de John Fitzgerald Kennedy. Et ben là, donc, typiquement, il a fallu travailler deux personnages vraiment différents, parce que c'est pas comme quand c'est des petits rôles, où là on peut vraiment aller dans un caractère un peu fort, et du coup on voit très vite la différence. Quand c'est un rôle qui est là un peu plus longtemps, il faut chercher un peu plus dans les nuances, on n'est pas dans de la caricature. Donc on cherche vraiment des différences corporelles, des différences de rythme interne. Et je suis encore en train un peu de chercher ça, mais c'est bien, on a encore 10 jours. C'est large. Oui, mais et on a plus encore. Et puis chaque représentation, quoi. On passe des vies à apprendre à se connaître soi-même. Alors pour apprendre à connaître un Bobby Kennedy ou une Marilyn Monroe, on n'aura jamais fini, quoi. Il faut accepter ça aussi, ça fait partie de notre travail. De chaque jour en ajouter et de se dire à la dernière que on pourrait encore et encore en ajouter. Moi, j'ai la maman de Marilyn, de Norma. Donc, ma maman. Oui, tu veux ta propre mère. La maman, voilà. Un personnage qui est pas évident parce qu'il est quand même assez éloigné de moi, j'ose espérer. Pas si éloigné que ça. Ah Oh. Aucune répartie là. Donc, non, oui. Personnage, voilà, donc auquel, pareil, il faut trouver une façon de se mouvoir, une façon de parler. Et j'ai sans tomber dans une caricature, mais on est quand même sur un personnage qui est très fort, donc c'est assez difficile. Et en même temps, ça fait aussi du bien de sortir et après de retrouver son personnage. C'est une gymnastique qui est vertigineuse, mais très intéressante et qui va donner aussi du relief à la pièce, quoi. Tous ces moments où on quitte nos personnages, on revient, je pense que c'est très plaisant, même dans le rythme de la pièce, parce que ça nous permet de quitter le huis clos, où à la base on est vraiment juste chez Norma, et de pouvoir vraiment voyager. Ça, c'est, je trouve, une vraie force de cette pièce, où on pourrait se dire, bon, on va juste papoter sur la vie de Marilyn, mais en fait, non, pas du tout, on la traverse, et il y a parfois des petits tourbillons comme ça, de caractère, de personnalité qui débarquent, et du coup, je trouve ça très plaisant, en tout cas, je parle pour moi, de faire des petits rôles comme ça, parce qu'on sent aussi le rythme de la pièce qui change, qui d'un coup s'accélère un peu, et ça devient quelque chose de très intéressant et de très plaisant à jouer. Tout à fait. Je reviens sur le fait que du coup, oui, vous jouez le même rôle. Vous disiez qu'il y avait inconsciemment certaines choses sur lesquelles vous vous étiez accordé naturellement, mais est-ce qu'il y a du coup des moments où vous vous êtes vraiment consulté pour être sûr que tout soit raccord? Mais non, c'est justement ça le truc. C'est drôle parce que là, c'est vraiment parce que tu me poses toutes ces questions que je m'en rends compte aussi. Me dire, mais non, en fait. Mais non, ça c'est vraiment dingue. On a fait aussi un petit bout, je vais dire un medley, de Goodbye Norma Jean sur scène là-bas pendant Musical sous les étoiles. Et il y a apparemment une amie de Léo qui a dit, mais vous vous ressemblez tellement. Et c'est dingue, mais c'est vrai. Dans la vraie vie aussi, on se ressemble fort, donc j'ai l'impression qu'on a aussi le même instinct, enfin, le même intuition dans la façon de former Marilyn et des trucs comme ça. Donc, j'ai jamais eu un moment où je me suis dit, ah non, je suis pas d'accord, Marilyn n'est pas comme ça. Ou de ressentir la nécessité de poser la question, de dire, mais toi, tu le vois comment? Ça s'est passé tout seul, ouais. C'est marrant de s'en rendre compte. Ben oui, on se regarde et puis, ah oui, ok, elle s'énerve comme ça, en fait, moi, je m'énerve comme ça aussi. Ouais. Dans le rôle et c'est... Ouais, ça passe, ça circule. Ça circule pas mal. Ouais. C'est comme si, voilà, on avait aussi une responsabilité de chacune de sa part de vie. C'est-à-dire que tu décides de la façon dont elle a vécu ses 36 premières années. Et moi, j'ai la responsabilité de la suite, en fait. Moi, je m'inspire de ce que Maud propose pour avoir mon regard sur cette partie de vie-là. Et je pense que l'inverse se fait aussi, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, ça aurait pu se faire beaucoup plus difficilement, mais non, ça se fait très naturellement. Mais il faut dire aussi qu'on avait aussi une très bonne base. Grâce à Simon et Delphine, on a eu une très bonne base. On a eu toute l'histoire de Marilyn, ce qu'on a dit sur elle dans les interviews, ce qu'elle a écrit sur des bouts de papier. Enfin, on a eu une très très bonne base. On a vraiment bien commencé. C'est le travail à table qui a été extraordinaire et qui nous a aidés énormément. Oui, on a commencé par un PowerPoint Simon, qui nous a raconté toute la vie de Marilyn et de Gladys, la maman, et de Bobby et de Simon. Excellent ça. Abreuvé, alors qu'on n'était pas là, on n'était pas en répète. Entre mai et juillet, d'extraits vidéo, de films. J'adore. Toutes les semaines. Et des livres à lire, des trucs. Je reviens sur le piano.
pourquoi, du comment il y a un piano sur scène. Vous m'avez expliqué au début de l'interview d'un point de vue artistique, voilà ce que ça signifiait pour Marilyn Monroe, etc. Ce que signifie le fait qu'il y a un piano directement sur scène. Mais d'un point de vue technique, est-ce que ça ajoute une difficulté, au contraire une facilité, que le piano soit vraiment là et que toi, ils soient en train de jouer au milieu des comédiens qui jouent pendant toute la pièce Génial. Difficulté. Non. C'est moins de difficulté, je pense. Non? C'est plus facile pour nous. Oui, on est à 2 mètres. On est si proche. Si proche. Oui. Parfois on a les musiciens beaucoup plus loin, l'orchestre en fosse. Là on a l'instrument juste à côté, donc on l'entend directement et on a l'être humain et toute son intention, toute son énergie. Et pour moi aussi, pour jouer, c'est vraiment quelque chose de différent parce que je vois toute la scène et ça me touche et après je joue et je suis dans ce sentiment et je ne suis pas en train de penser qu'est-ce que je fais, c'est pas joli. Non, je suis dedans avec vous et donc j'aime ça. C'est une pièce tellement intimiste et avoir le piano là aussi, on a l'impression d'être vraiment dans les maisons et à entendre le piano comme ça et ça donne un truc en plus dans tout ce qui est intime et tout. Je trouve ça extraordinaire. Ouais, et puis on est entre nous quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Il n'y a rien d'autre qui existe, c'est un huis clos, donc ça renforce encore cette sensation-là et ça nous aide énormément pour raconter cette histoire quoi. Oui, puis c'est pas un simple espace musique. C'est intégré dans la scénographie, c'est la jonction entre le passé, le présent. Même pour nous, on joue d'ailleurs beaucoup avec le piano. On pose des choses sur le piano, on va voir Hills, des petits clins d'œil, des petites choses. Non, voilà, elle est vraiment intégrée, c'est pas juste, il y a des comédiens et il y a celle qui fait la musique à côté, quoi. C'est pas comme si elle nous accompagnait. C'est nous qui l'accompagnons. On accompagne c'est tous Marilyn en fait, c'est tout. Enfin, il y a quand même une petite guéguerre. Hein. Ça c'est la seule guerrière. Voilà. Fallait choisir qui sera en photo sur l'affiche. Bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, on la reconnaît pas apparemment, donc. De toute façon, mais ce qui est très bien. Et en fait, j'ai vraiment hâte parce que je crois que dès que je vais enlever ma perruque et que je vais enlever mon maquillage, que je sors là, personne ne te reconnaîtra. Personne va me reconnaître. Et moi, en fait, ça me dérange pas. Comme elle. Ouais, moi je vais bien aimer. Je vais faire ma Zelda Zank là-bas dehors. Je vais trouver ça extraordinaire. C'est un changement dingue dès que j'ai ma perruque et mon maquillage. C'est plus moi quoi. Toutes les phrases de Marilyn. C'est drôle. Elle avait tellement créé ce personnage de Marilyn. Elle mettait juste un petit foulard et elle arrêtait de se mouvoir comme Marilyn. Elle pouvait passer dans la rue et personne la reconnaissait alors que c'était Marilyn. C'est fou, c'était on-off quoi. J'ai essayé ça. Incroyable ça. Ah oui. Là, parce que elle parle souvent dans les interviews du fait qu'elle s'est allumée et éteindre ce personnage. Et donc je me suis dit, j'étais à la gare, je me dis, allez, on essaye. Je l'ai allumée, enfin ma version, ça change tout. Hein. Les gens regardent, ils passent à côté de toi à la place de te frôler, enfin des trucs comme ça. Mais oui, c'est dingue. On l'a essayé. Petite anecdote, ça elle ouvre va transformer. Je suis transformée. Tu verras en sortant, tu sortiras éteinte et d'un seul coup t'allumes. Tu t'allumes. Après le spectacle. On va essayer. Ouais. On va essayer. Et alors on change pas beaucoup en fait. Hein. C'est juste la façon de se mettre. Et c'est ça je vois aussi dans le rôle de Marilyn. Bon, moi c'est pas que je suis pas élégante, mais je suis maude quoi. Et alors que Marilyn elle a aussi étudié ça, sa façon de se tenir, de marcher, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Une dernière petite question. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à raconter sur les moments passés ici, les répétitions, que sais-je? Il y a un personnage qui s'appelle Ellie. C'est dingue. Je crois que c'est une début de carrière pour Léo Vanni. Ça me touche vachement que t'en parles. Dans tout ce qui est humour. Je crois que l'héros dramatique c'est fini maintenant pour Léo. Voilà, c'est le dernier. Parce que là, tu verras la pièce. Et parce que j'espère qu'ils vont faire un spin-off sur Ellie. Hello Ellie. Les gens vont peut-être pas savoir que c'est le prénom, mais je pense que tu vas l'identifier quand tu vas voir la pièce. Vu que c'est celui qui m'a demandé le plus de travail, mais Simon préfère que j'en parle pas pour garder la surprise. Ça fait partie des personnages Ok, d'accord, j'en demande pas plus, on verra bien, j'imagine. Ah, c'est un enfer. mais on rigole bien avec Ellie. Oui. Voilà, tout le petit stress possible des autres personnages passe à travers. Et j'attends mon affiche. Donc, blablabla, pièce de 2 €, noir. Happy birthday to you. Happy birthday
to you. Happy birthday. Je voulais comprendre. Comprendre quoi? Elle. Je voulais la comprendre. Comprendre Marilyn. Et mon cœur depuis bat pour une autre que moi. Je suis tout à elle, éclatante, si belle et poignante. C'est ainsi qu'elle m'apparaît chaque fois. Sublime et radieuse, naïve, généreuse, je l'ai pas connue. Oui, mais au fond, qu'importe. Depuis ce soir-là, elle m'envoûte et me transporte. Marilyn Monroe. Non! Plus jamais! J'ai fait beaucoup de mauvais choix dans ma vie, celui-ci a été le bon. C'est fini, Marilyn Monroe. C'est magnifique. 4 chambres, 3 salles de bain, un jardin. Un endroit rien qu'à moi. Mon psy pense que c'est une bonne idée. Il dit que ça m'apportera la paix ou un truc dans le genre. Ma psy disait pareil. Sauf qu'elle avait une notion différente de l'endroit rien qu'à moi. Apparemment, dans mon cas, c'est cette décharge. Oui, je le veux sans trop savoir ce que ça veut dire. J'ai dans la tête que je vais pouvoir m'en aller. Il est resto, mais dans son genre, on a vu pire. J'ai eu à peine 16 ans, j'ai 2 ans à tirer. Les possibilités semblent infinies. Je me sens différente, autre. C'est dingue à quel point on est libre quand on a l'impression de ne pas tout à fait être soi-même. Extended to spouses, go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I wanna be loved by you alone. Poupou-pidou, poupou-pidou, poupou-pidou. Elle consomme de plus en plus. Certains collègues la qualifient d'addict. Oh, la junkie des cachets. Allons, bien sûr, c'est vrai, c'est dans la presse. Personne ne te connaît, j'ai beau crier, me débattre. Ne laissez personne m'abattre. Et si par malheur je dis que c'en est trop, je ne suis jamais la plus forte. Le lecteur toujours l'emporte. Je suis dans les journaux. Au moindre petit mot. Quand Gladys fait Chopstick, toi tu peux essayer de comprendre ce qu'elle est en train de jouer. Toi tu comprends pas. Et c'est quand elle dit ah oui Chopstick, tu fais ah oui. Toutes les deux vous le faites. Au début c'était que toi et c'était le jour où on a fait la blague de santé. Et depuis, alors peut-être que depuis je m'entends tout le temps, mais en tout cas, on propose qu'on fasse maison de santé. C'est une maison de santé. C'est une maison de santé. L'accent tonique est en fin de phrase. Santé. Merci. C'est une maison de santé. Il y a une sorte, il n'y en a pas parce que tu as vu, mais d'effet de surprise sur l'apparition de James. Donc elle part, tu es un peu choqué de l'avoir fait partir et tu te déshabilles assez rapidement pour mettre ton nœud papillon, etc. Le premier arrête, on sait bien à Marilyn. Ouais. C'est bon, arrête, je sais pas ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. Et le deuxième, je fais bon, arrête. Voilà. La musique, c'est de la merde. On va pas se mentir, c'est nul. Ouais, sois désagréable avec tout le monde. Très bien. Je m'appelle Delphine, je suis assistante à la mise en scène. Je travaille avec Simon vraiment pour faire en sorte que le spectacle aille mieux, se déroule bien, enfin pour que les répétitions se déroulent bien. Et donc voilà, c'est beaucoup un rôle de relais aussi entre les différents membres de l'équipe, que ce soit l'équipe technique, l'équipe artistique, etc. Il y a un peu de tout. T'étais là aussi avec elle pendant le casting? Oui, on a fait le casting ensemble aussi. C'est très chouette. Moi, je viens vraiment beaucoup plus du milieu du théâtre que de la comédie musicale. Donc moi, c'est la première fois qu'on castait aussi des chanteurs, des chanteuses. C'était gai aussi de voir comment Simon travaille avec les actrices, comment ça se passe déjà en audition. Et puis de voir comment est-ce qu'on peut créer un duo et puis un trio qui fonctionne aussi. Ça, c'était assez chouette. C'est intense quand même, les auditions. Ça te demande une disponibilité et une écoute. Parce qu'en fait, t'as envie de donner la même écoute et la même attention à toutes les personnes qui viennent caster, quoi. Ça a été facile de définir le casting. En plus, c'est une pièce assez intimiste dans le sens où il n'y a vraiment pas beaucoup de gens sur scène. Surtout Marilyn, c'est un seul personnage joué par 2
personnes, donc ça a dû être un peu compliqué à ce niveau-là, j'imagine. C'est surtout ça le gros défi, je dirais. Enfin, la grosse question, quoi. Trouver des Marilyn qui fonctionnent bien, enfin des Marilyn à différents âges qui fonctionnent bien. Et je pense que ça fonctionne bien. Je pense qu'on a bien choisi. Et sinon, de manière générale, t'as plutôt l'habitude d'être sur des pièces avec beaucoup de personnes, c'est un peu une première, les plus petites pièces comme ça avec pas beaucoup de gens sur scène ou... Du coup, comme je travaille plutôt dans le théâtre en général, 4 personnes au plateau dans le théâtre, c'est pas du tout peu, c'est un peu la base. 21, c'est très très rare. Donc en fait, moi j'ai bossé sur des prods où il y avait, ça dépendait, enfin en fait j'ai fait des monologues et j'ai bossé sur des prods où il y avait 20 comédiens au plateau plus l'équipe technique. C'était vraiment théâtre, mais finalement c'est un peu toujours la même chose. Enfin, ça change pas grand chose, je trouve, le travail. C'est juste que parfois il y en a plus. Parce qu'il y a plus de gens, quoi. Du coup, là, ce qui était vraiment la grosse nouveauté pour toi, si je peux dire ça comme ça, c'est le fait que ce soit une comédie musicale. Ouais. T'avais jamais bossé sur de comédie musicale avant ? Non. Et c'est quoi la grosse différence, du coup, entre les productions théâtrales et les comédies musicales ? Eh ben, finalement, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Bon, après, c'est parce que je bosse aussi, Goodbye Norma Jean, c'est une comédie musicale très intimiste, qui se rapproche beaucoup du théâtre, en fait. Enfin, il y a beaucoup de scènes, vraiment, où il y a beaucoup de choses à jouer, il y a beaucoup de sous-textes, et donc, c'est très théâtral par rapport à d'autres comédies musicales que j'ai pu voir. Donc en fait, je trouve que ça change pas tant que ça en fait, parce qu'en fait, on est toujours sur la question de l'interprétation, quoi. Comment t'interprètes, comment tu joues, quelles sont tes intentions de jeu, et qu'en fait, que ce soit quand tu parles ou quand tu chantes, finalement, c'est un peu pareil. Techniquement, il y a plus de trucs à faire ici, parce que il faut avoir les bons micros, faut faire les volumes et les balances, ce genre de trucs, ce que tu fais pas quand au théâtre les gens sont pas microtés, qu'il y a pas de son et que en fait, Inch'Allah, ça passe avec avec comment tu parles. Mais voilà, sinon, je trouve que c'est assez semblable. Je m'attendais à ce que ce soit plus différent. T'avais un peu une appréhension par rapport à ça, au fait qu'on te demande d'assister à la mise en scène d'une comédie musicale ou pas spécialement ? Non, pas du tout. Je suis juste dit c'est une nouvelle manière d'apprendre. Le métier d'assistante, parfois c'est pas très valorisé, mais moi c'est vraiment une place à laquelle je me sens super bien parce que je trouve que c'est hyper gai en fait de voir naître des spectacles. Parce qu'avec Simon on a fait les castings, mais en fait on a aussi travaillé d'abord sur les versions du texte, on a travaillé avec Stéphane Laporte, on s'est fait des réunions régulières toutes les 3 semaines, tous les mois pour discuter des nouvelles versions du texte, etc. Et en fait tu vois vraiment tout le processus de la naissance d'un spectacle. C'est hyper riche, quoi. On voit aussi comment les actrices ils arrivent au premier jour de répète et puis comment ça arrive au jour de la première. Alors, moi, c'est ce que j'adore. Et tu connaissais déjà la pièce avant ou pas du tout ? Non, pas du tout. Et t'as fait des recherches plus ou moins en même temps que Simon, en amont Oui, c'est ça. Après, on avait des rendez-vous aussi pour discuter de plein de trucs qu'on avait vus, de choses qu'on avait lues, de trucs qui nous ont marqués. Donc voilà, à ce moment-là, on a fait pas mal de recherches. Voilà, comme l'équipe disait aussi, Simon nous envoyait régulièrement de la matière, quoi, des films à voir. Après, Marilyn Monroe, c'est un personnage que je connaissais quand même déjà assez bien, pas aussi bien sûr que maintenant, mais c'était quand même un personnage qui m'était pas du tout étranger. En fait, c'est intéressant aussi quand t'as l'occasion de travailler sur un personnage historique. Marilyn Monroe qui a un aura de dingue, qui est à la fois sous les feux des projecteurs, qui est une icône, encore une icône pop aujourd'hui de fou, et en même temps, on sait pas grand chose d'elle. Enfin là encore, il y a eu un numéro de Paris Match sur les 62 ans de sa mort, parce que donc elle est morte en août 1962. Et du coup ça fait pas 62 ans. Et donc il y avait un numéro spécial et en fait on voit que même encore aujourd'hui, vraiment le pouvoir qu'elle a eu et le pouvoir qu'elle a pris en fait, dont elle s'est saisie à la fois pour façonner son image, pour décider d'ouvrir une maison de production de films, pour se séparer justement de la Fox, etc. En fait, c'est encore des choses qui sont pas du tout mises en avant. On a quand même encore des bons restes de regard bien masculin en fait sur cette star qui n'était pas qu'une starlette, quoi. Et tout ça, tout ce que tu as appris sur elle, est-ce que ça a changé ton approche vis-à-vis de la pièce et de la mise en scène par rapport aux premières idées que tu avais pu avoir ? Oui, en fait, on était très d'accord dès le départ aussi d'essayer d'insuffler beaucoup de ces choses qu'on a découvertes, notamment le fait que, je sais plus en quelle année, je crois que c'est en 1952, 53 peut-être, je sais plus exactement, mais elle a écrit un article dans un journal. À ce moment-là, c'était un peu le début de sa carrière, le milieu de sa carrière, et tout le monde disait que c'était une croqueuse d'hommes, qu'elle couchait avec tout le monde, tous les manias du cinéma pour avoir des rôles. Et en fait, elle a publié un article dans un journal qui raconte en fait comment elle a dit non à plein d'hommes. Et qui raconte en fait le fait que, justement, que ce soit une actrice blonde, qu'on la prend ou qu'on lui fait des propositions uniquement pour pouvoir coucher avec elle. Ce truc est complètement passé à la trappe, quoi. Elle donne les noms des producteurs, etc. Et ça, c'est incroyable, parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais purée, mais MeToo, c'était en 2017. Elle a fait ça en 1952, je vais dire 52. Et c'est complètement passé à la trappe, quoi. Ça, c'est flashant de se dire, mais quelle modernité aussi, en fait. Dans les années 50, se dire, moi, j'ai assez de pouvoir pour pouvoir... publier cet article et rester
là où j'en suis, quoi. C'est une opportunité super, cette pièce, je veux dire. Ouais, à fond. À fond. C'est de la fiction et tout, donc il n'y a pas de réponse à ce qui s'est passé à son décès dans la pièce. Mais il y a une porte qui est ouverte. Tu te dis, bah voilà, si ça avait été ça, peut-être que c'est comme ça qu'elle aurait été. C'est interpellant aussi, parce qu'elle a été vraiment fauchée en plein vol, quoi. Comme beaucoup de grandes stars. Mais ça pose vraiment la question aussi de comment une icône comme ça vieillit aussi. Il y a une phrase dans le texte, c'est « Les gens n'ont pas envie de voir une femme ordinaire après celle que j'ai été, après l'icône que j'ai été. » C'est vrai que ça pose vachement question de se dire « Mais en fait, c'est vrai. Quand t'es à ce niveau-là, qu'est-ce que tu fais, quoi ?» Tout ça met du baume au cœur aussi, quand même. Et est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles toi et Simon, vous n'étiez pas du tout d'accord sur la même longueur d'onde? Rien qui t'est apparu en te disant « J'aurais pas vu ça comme ça, il y a un truc qui me semble bizarre. » Moi, depuis le début, je dis qu'il faut un petit chien sur le plateau, mais il n'y a personne qui m'écoute. Et il n'y a eu aucune difficulté que tu as rencontrée par rapport à la mise en scène, ou que toi et Simon vous avez rencontré, des trucs pour lesquels, d'un point de vue, que ce soit de mise en scène ou de scénographie, vous avez vraiment un peu galéré à trouver ou à mettre en place? Oui et non, en fait, parce qu'en fait, là, le décor, il est arrivé lundi, et donc en fait, à partir du moment où le décor, il arrive, tu te rends compte qu'il y a plein de problèmes, parce que tu as répété avec du décor de répétition, en fait, des choses qui sont pas exactement à la même place, qui en fait prennent plus de place, que ah oui, mais en fait, ça on voit pas. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui bougent à ce moment-là. Et c'est parfois, là, ça a été quand même un peu déstabilisant parce que voilà, tout d'un coup, on avait le vrai piano parce qu'en fait, on a répété avec pas un piano à queue. Et là, tout d'un coup, on a un piano à queue qui débarque sur le plateau, même si on savait que c'était un piano à queue. Ça prend quand même beaucoup plus de place quand il est là en 3D, quoi. Mais je pense que c'est pas du tout insurmontable. Et d'ailleurs, c'est déjà, je trouve, en partie surmonté. La configuration de la salle ici fait que quand même, le fait que la scène soit surélevée et que le public soit en dessous, mais ça, c'est la salle, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de salles de théâtre qui sont comme ça, avec la scène plus haute que le public. Ouais, mais maintenant on essaye, par exemple comme pour Rebecca, là par exemple, c'est directement gradiné, quoi. Donc oui. En fait, même si ça commence un peu plus bas, en fait à partir du 3e rang, t'es quasi à hauteur des yeux, quoi. Ouais. Quand on fait de la mise en scène, il faut vraiment tenir compte de la hauteur du plateau par rapport aux yeux du public et changer des choses par rapport à ça. Ça c'est tout le temps, et ça c'est le truc que tu vois qu'au dernier moment. Nous on a de la chance parce qu'on a répété tout le temps dans la grange, mais parfois t'arrives sur ton plateau 5 jours avant, et donc tu mets tout sur ton plateau, et puis là t'es là, ok, donc alors là si je suis là je vois rien, ok, donc alors tac. Il y a aussi la technique. Il faut changer beaucoup de choses à ce moment-là, si on voit que la scène est beaucoup plus haute que prévu ou moins haute que prévu. Normalement, c'est des trucs que tu calcules en amont, donc tu sais à peu près, tu vois, si tu connais ta salle et tout. Après, faut bien se dire qu'en général, si la scène est surélevée et que le public ne l'est pas, tu vas perdre des trucs. C'est complexe parce que moi, voilà, je fais pas de mise en scène ni rien, donc c'est un aspect auquel j'avais jamais pensé, la hauteur de la scène. Il faut vraiment penser à tout, quoi. C'est fou. C'est la hauteur, c'est tout, tu vois, parce que le piano, en fait, il cache la pianiste dans plein d'axes différents. Oui. Par exemple. Tout à l'heure, tu posais la question, est-ce qu'avoir le piano, ça fait des difficultés et tout? Et moi, je te la oui. Grosse difficulté pour voir, pour de visibilité, quoi. Si t'es pas metteur en scène, c'est pas un truc dont tu te rends forcément compte, quoi. Par exemple, des comédiens. Sauf si t'es mal assis. Alors là, à ce moment-là, tu t'en... Ah oui. Un tout grand bravo à toute l'équipe de Goodbye Norma Jean pour l'interprétation de cette comédie musicale incroyable. Et aussi et surtout, je les remercie chaleureusement de m'avoir consacré de leur temps pour ce reportage. Et je remercie également bien évidemment le Festival Bruxellon pour m'avoir fait découvrir cette magnifique histoire qui mériterait clairement d'être plus connue. Goodbye Norma Jean, c'est vraiment un petit bijou de la comédie musicale et je suis ravi qu'il continue à vivre à travers eux. Mon cœur depuis bat pour une autre que moi. Je sens bien qu'il bat pour la plus grande de toutes les légendes. N'est pas un mystère, autour de lui chacun gravite. Et moi je suis en proie aux calomnies et aux tourments. Qu'importe alors s'il me dit que je suis la vraie, la seule. Le monde m'a condamnée sans tribunal et sans jugement. Et il m'étouffe, et il m'énerve, et il me bouffe. Quoi que je fasse, je les sens là. Où que je me trouve, je les vois. Chacun d'eux spécule sans même savoir qui se cache sous les strass. Après tout, ma vie n'a d'autre but que d'amuser les masses. Ça me hante, et ces voix chuchotent, et elles médisent, et elles complotent. Elles sont partout, ici, ailleurs, et rien ne leur est